Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. La nouvelle s'est vite répandue dans Dakar, qui, en l'espace de quelques heures, est passé d'un calme dominical habituel à une kermesse politique digne d'une campagne électorale. Des centaines de partisans de Khalifa Sall ont rallié la prison de Rebeuss pour être témoins de la libération de leur leader politique qui n'a pas pu prendre part à la présidentielle de février. C'est la joie et l'allégresse, parce que le président des cœurs du Sénégal est sorti de prison. Il a été séquestré pendant 2 ans et 8 mois, mais sa popularité reste intacte. C'est le président des cœurs. Et nous, Dakarois, nous, Sénégalais, nous serons toujours avec lui, jusqu'à ce qu'il parvienne à la magistrature suprême. Et très vite, l'ancien édile de la capitale sénégalaise et son cortège ont fait le tour de la ville jusque tard dans la soirée, drainant sur son passage une foule de partisans déchaînés. Khalifa Sall est sorti. Il n'a pas demandé de grâce. Il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas reconnu les faits. Il est resté droit dans ses potes. Et aujourd'hui, nous qui sommes les militants de Khalifa Sall, nous sommes fiers de lui. On n'attendait que ça, qu'il sorte par la grande porte. Il a été digne en prison, vraiment, parce que tout le monde connaît les conditions au niveau de la prison. Et il est resté digne jusque-là. À Dakar, plusieurs observateurs saluent la libération de Khalifa Sall comme un geste d'apaisement du président, mais notent qu'en s'offrant un bain de foule à travers la capitale, l'opposant montre qu'il est loin de prendre sa retraite politique. Manuel Junta, bonsoir. Bonsoir John, bonsoir à tous. Que peut-on retenir de la cérémonie d'ouverture de ce matin? On va dire qu'on peut retenir 2 choses. La présence de 30 jeunes présentés comme des ex-combattants dans les zones anglophones qui ont choisi de déposer les armes. Et puis la deuxième chose, c'est l'intervention du porte-parole de ces ex-combattants qui a expliqué pourquoi ils ont eu à prendre les armes. Il a évoqué la marginalisation des anglophones, le fait que les anglophones soient relégués au statut de citoyens de seconde zone et surtout le fort taux de chômage des jeunes en zone anglophone, y compris dans des régions où des sociétés sont installées mais dirigées par des francophones. Et à chaque occasion, il s'est posé une seule et même question, est-ce là être dans une même république? Emmanuel Jules, c'est tout de même un grand dialogue qui se déroule sans les leaders séparatistes anglophones. C'est une question qui a été abordée. L'absence des leaders séparatistes anglophones, si vous voulez, des chefs de groupes armés séparatistes anglophones, n'a pas été abordée, du moins officiellement. Mais dans les coulisses, tout le monde se pose bien la question de savoir comment est-ce que ce grand dialogue national peut aboutir à quelque chose, à une solution durable sans eux. Vous savez par exemple que 16 activistes anglophones basés à l'étranger avaient été invités, mais personne n'a été aperçu dans la salle aujourd'hui. Quant aux chefs politiques, vous l'avez mentionné tout à l'heure, ils ont été condamnés à vie. Cela dit, le grand dialogue national va se poursuivre. Concrètement, comment les travaux seront-ils menés pour aboutir au consensus recherché sur la crise anglophone, par exemple? Après l'ouverture solennelle ce jour, il y a eu ce qu'on a appelé la grande session de grand débat. Et au cours de cette grande session de grand débat, il y a eu des temps de prise de parole, notamment une déclaration du leader du Social Democratic Front, M. John Fundi, qui a tout simplement demandé le retour au fédéralisme. Mais il y a également eu cette déclaration surprise du sultan Bonbo Njoya, considéré comme l'un des amis fidèles du président Biya, qui a dit, je cite, « L'un des problèmes actuels, c'est sans doute également celui de l'alternance politique au Cameroun. » Il a proposé par exemple que les mandats présidentiels soient limités à 2 ans, que l'élection présidentielle soit organisée à 2 tours. Après cela, il y aura de nombreuses discussions dans des commissions, puis il y aura une autre session vendredi, au cours de laquelle il va falloir discuter surtout et notamment du communiqué final. Je suis arrivé.
Une plainte de lanceur d'alerte à un employé du renseignement, selon le New York Times, évoque des inquiétudes concernant la conversation téléphonique de Trump en juillet et d'autres contacts de son administration avec Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Le président américain voudrait d'une nouvelle enquête sur les relations d'affaires du fils de Biden, Hunter, et sur le rôle de son père dans le limogeage d'un ancien procureur ukrainien. Il promet en échange de ces informations une aide militaire à l'Ukraine. Le président ukrainien et son peuple ne sont pas stupides, pas plus que le peuple américain, et ils peuvent voir, comprendre et apprécier une manipulation au regard de ce qui s'est passé. Trump estime que sa conversation n'avait aucun lien avec l'aide américaine et qualifie l'enquête de chasse aux sorcières. La Maison-Blanche a publié une transcription qui confirme que le président a mentionné Biden et son fils lors de la conversation. Il a tout simplement voulu savoir si Biden avait utilisé son influence pour mettre fin à une enquête menée par le procureur ukrainien. L'appel était parfait. Le président de l'Ukraine a même déclaré qu'il n'y avait aucune pression exercée sur lui, aucune pression. Susceptible d'être appelé à témoigner, l'avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, qui a tenu de multiples réunions avec des responsables ukrainiens, s'interroge sur les motivations du président démocrate de la commission du renseignement. Il a déjà préjugé l'affaire. Si nous voulons parler d'équité ici, nous devons mettre à la tête de cette commission quelqu'un qui a l'esprit ouvert. Trump est le 4e président à faire face à une enquête de destitution. Il est peu probable que les deux chambres du Congrès s'accordent, puisque les républicains détiennent la majorité au Sénat, mais les audiences pourraient influer sur la présidentielle de 2020. Voici Barry. Salut, merci d'être venu. Comment vas-tu? Je vais bien. Comment vas-tu? Tu as bonne mine, nouvelle coiffure, n'est-ce pas? La journée de Barry prendra bientôt une tournure désagréable. Je me sens stressé déjà car j'ai de mauvaises nouvelles. Eh bien, ça a l'air officiel. Allez-y. Votre attitude ne m'a laissé aucun autre choix que de mettre un terme à votre emploi. Barry n'est pas une personne physique réelle, mais plutôt une simulation de la réalité. Donc vous voyez, Justin utilise juste sa voix pour interagir avec les logiciels. Kyle Jackson est le PDG de Talespin, une société qui réalise des simulations de réalité virtuelle. Dans cette démonstration, il y a clairement des mauvaises décisions et quand elles sont prises, les choses peuvent mal tourner. Barry commence ici à être vraiment bouleversé et les gens deviennent vraiment mal à l'aise. Jackson indique que les mains des stagiaires sont en sueur, certains commencent à pleurer, d'autres enlèvent le micro-casque. C'est pour lui tout l'intérêt de cette simulation. C'est que ce sont des conversations difficiles, ce sont des choses que nous ne sommes pas naturellement doués à faire. Donc, nous avons vraiment besoin du réalisme pour y arriver. Eh bien, je ne l'ai pas vu venir. Talespin a scanné une personne réelle pour créer Barry et l'a animé avec des moteurs de jeux vidéo. Il n'est que l'un des cours de formation en réalité virtuelle de la société basée à Los Angeles. Mangushi est une petite ville nichée entre le lac Malawi et le lac Malombe. Dès les premières lueurs du jour, les femmes convergent vers la plage pour accueillir les pêcheurs. Le bruit court que beaucoup d'entre elles se prostituent en échange de quelques poissons. La plupart des pêcheurs se rendent au lac avec pour but de trouver des femmes. Mais ces relations ne durent pas et elles ne font que poser des problèmes aux villageoises. Le sexe pour le poisson, ou fish for sex, est un phénomène réel, commun dans de nombreux pays en développement. Les femmes commerçantes sont souvent contraintes à avoir des relations sexuelles avec les pêcheurs qui les approvisionnent. Par exemple, j'ai $3 ou 2000 kwacha dans la poche. Je dois me rendre au lac pour acheter du poisson. Et là, un pêcheur m'offre du poisson gratuitement. Compte tenu du fait que je n'ai pas mangé la nuit dernière, mon enfant non plus, j'accepte son offre. Une offre empoisonnée que ces femmes démunies ont du mal à rejeter. Si la prévalence de l'infection par le VIH augmente dans notre région, c'est en grande partie à cause des pêcheurs.
Les femmes sont trop désespérées pour refuser le poisson. Les femmes tombent souvent enceintes. Les pêcheurs rejettent cette responsabilité, les laissant se débattre toutes seules pour prendre soin des bébés. Bien que les relations sexuelles transactionnelles entre les femmes commerçantes et les pêcheurs du lac Malawi soient monnaie courante, la stigmatisation et la discrimination rendent difficile l'identification de ceux qui en sont à l'origine. Je fais de mon mieux pour travailler à la pièce afin d'amasser des fonds pour acheter du poisson, parce que j'ai peur. Si je fais cela, je peux contracter le VIH. Et si je contracte le VIH, je ne pourrai plus nourrir mes enfants, car je prends soin d'eux toute seule. Les pêcheurs avec lesquels nous avons parlé nient toute implication. Nous ne faisons pas ça. Si une femme n'a pas assez d'argent pour acheter du poisson, nous ne lui demandons rien. Je viens au lac pour nourrir ma famille. De telles tendances sont plus courantes chez les célibataires. Ce sont eux qui s'adonnent à cette pratique. Cependant, diverses recherches montrent que le sexe pour le poisson au Malawi est plus répandu entre le mois de décembre et mars, car le pays est gravement touché par les pénuries alimentaires à cette époque. Pour enrayer le problème, les chefs de communauté ont mis en place des initiatives d'autonomisation économique pour s'assurer que les femmes disposent de leurs propres sources de revenus, au lieu de proposer des services sexuels aux pêcheurs. Nous avons donné aux femmes le pouvoir de former des groupes afin qu'elles puissent commencer à s'octroyer des prêts entre elles pour créer des entreprises. En agissant de la sorte, nous nous assurons que les femmes sont indépendantes et ont assez de moyens pour se défendre et refuser les avances des hommes. YouthNet and Council, une ONG locale qui travaille à lutter contre la propagation de l'infection par le VIH au Malawi, a fait observer que malgré une sensibilisation accrue, les pêcheurs du lac Chilois font la queue pour le sexe. Les rapports indiquent que les pêcheurs offriraient d'avoir des relations sexuelles avec une femme en échange de 15 douzaines de poissons si aucun préservatif n'est utilisé, 3 douzaines dans le cas contraire. Bonsoir à tous. Effectivement, direction donc Doha au Qatar pour commencer avec des nouvelles des championnats du monde d'athlétisme. La Nigériane Aminatou Seni a été privée du 400 mètres. La spécialiste africaine de l'épreuve où elle détient le record de la saison, troisième temps disons, n'a pas pu s'aligner sur le tour de piste à cause du nouveau règlement sur les athlètes hyperandrogènes. Oui, on m'a interdit de participer aux 400 mètres, a déclaré Aminatou Seni après avoir couru les séries de 200 mètres. Depuis mai, un nouveau règlement de l'I2AF demande aux athlètes féminines hyperandrogènes de suivre un traitement pour faire baisser leur taux élevé de testostérone pour pouvoir concourir sur les distances allant du 400 mètres au 1000. Athlétisme, toujours, Marie-Josée Talou doit mettre un terme à ces mondiaux. L'Ivoirienne a déclaré forfait sur le 200 mètres et d'après sa fédération, elle a terminé les 100 mètres hier avec un genou droit douloureux et en accord avec son kinésithérapeute. Elle a décidé de renoncer aux 200 mètres. Talou a décroché le bronze en 10 secondes 90 derrière la Jamaïcaine Fraser Price, 10 secondes 71, meilleure performance de l'année. Et la Britannique Dina H. Smith, deuxième avec un record national 10,83. L'autre Ivoirienne Muriel Aouré a terminé à la 5e place de la finale avec 11,02. Au triple saut, Fabrice Zango est entré dans l'histoire. Il est devenu le premier Burkinabé médaillé au championnat du monde d'athlétisme avec un bond de 17,66 m, un record sur le continent qui attendait cela depuis 36 ans. Fabrice Zango a fini 3e derrière les Américains Christian Taylor en or avec 17,97 m et Clay 17,74 m. C'est un grand soulagement pour le champion d'Afrique des récents Jeux africains Maroc 2019. Un gros soulagement déjà parce que vu que je sautais avant le Portugais qui pouvait répondre justement à mon saut, donc il y avait encore cette anxiété. Et lorsqu'il n'a pas pu répondre au saut, moi c'est d'abord le sentiment de soulagement et ensuite de la joie forcément parce que j'écris une des plus belles pages de l'histoire du sport de mon pays. Et justement moi c'est un sentiment de fierté, un sentiment de joie vraiment immense. En football, le gouvernement centrafricain est finalement d'accord avec le choix de François Zawi,
Le technicien ivoirien peut entamer sa mission à la tête des Fauves en attendant un contrat officiel. Les choses sont rentrées dans l'ordre après un entretien entre Célestin Yanidji, président par intérim de la Fédération centrafricaine de football, et Régis Lionel Dounda, ministre des Sports. Ce dernier s'était plaint de ne pas avoir été consulté au préalable sur le choix de l'Ivoirien. François Zawi commencera avec un statut d'intérimaire. En novembre prochain, ses résultats contre le Burundi et la Mauritanie en éliminatoire de la CAN 2021 devraient conditionner son contrat. Merci, voilà, Yacouba. C'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Après 3 ans d'absence, Adama Paris est de retour dans un nouveau lieu de la capitale et non des moins surprenants, un cirque parisien. On a évolué pendant ces 3 ans, on a envie d'exister par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et effectivement, on a envie de montrer une mode qui nous ressemble et qui rassemble, d'où aussi notre slogan, ce n'est pas une question de couleur, mais une question de culture. 2 soirées de défilé se sont succédées avec des créateurs toujours plus empreints d'audace, de créativité. Michael Kamdem, directeur de publication de Roots Magazine. Et voilà, je suis parisien, originaire du Cameroun. Le cirque, c'est un endroit qu'on n'attendait pas. Il y a eu de belles choses, notamment le passage d'Adama qui est incroyable avec l'entrée avec ce cheval. Vraiment, en tant que personne du milieu, j'ai été éblouie par le stylisme, par les couleurs et le professionnalisme et aussi l'originalité du show. Une autre manière de montrer que les créateurs n'attendent plus d'être invités sur les podiums des Fashion Weeks classiques pour s'exprimer. Une fois de plus, j'ai été tellement ravie d'être ici. On n'a pas arrêté. Il y a eu de la créativité, de la folie, de la féerie. C'était dingue. Ainsi, Adama Paris a proposé une collection digne de la haute couture, avec beaucoup d'organza, avec des paillettes perles, le tout fait à la main. D'autres matières nobles, comme le tulle ou des matières matelassées, ont aussi été utilisées. Et le public conquis sera sans nul doute présent à la prochaine édition. Fin de ce journal. Demain est un autre jour. Bonsoir.